Donc il a fallu effectivement, après avoir eu l'idée, stress tester un peu le modèle, c'est-à-dire de voir effectivement si c'était pas que une intuition et il y avait un vrai besoin. Quand les premières candidatures ont été envoyées, j'étais rassuré parce qu'il n'y a pas tellement d'incubateurs accélérateurs sur le Web3 en Europe. Il y a ce qu'on appelle des startup studios, c'est-à-dire que c'est un peu différent dans l'approche qu'ils proposent, c'est un peu plus intrusif entre guillemets dans la vie du projet. Il y a une première étape de sélection qui consiste à regarder le doc et à voir si ça tient la route, c'est-à-dire est-ce que c'est dans notre thèse aussi d'accompagnement, est-ce qu'on est capable d'accompagner ce projet, est-ce que le projet est capable d'être accompagné, est-ce que il est suffisamment structuré ou structurant dans le futur pour qu'on puisse matcher ensemble, et est-ce qu'on n'a pas déjà un projet dans ce spectre-là qu'on a déjà signé ou qu'on a déjà avec lequel on avance déjà. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Comment vous gagnez votre vie et quel impact ça a sur les projets que vous accompagnez? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format interview cette fois-ci avec Val. Hello Val. Salut Léo. Comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Bah écoute, tout roule. D'habitude, t'as plutôt ma position d'intervieweur, en tout cas de personnes qui posent des questions. Donc cette fois-ci, je vais bien te mijoter, je vais te poser un maximum de questions et puis on verra si tu seras aussi bon que les intervenants d'habitude chez Cryptos. Donc on t'entraîne. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'interview et à cette demande d'interview aussi rapidement. Franchement, ça fait vraiment très très plaisir. Et je suis très content de te recevoir parce que bah voilà, tu fais partie maintenant, je pense, t'es un des piliers de l'écosystème, tu fais partie intégrante de l'écosystème. On te voit beaucoup poser des questions comme j'ai expliqué avant, mais je pense que ça peut être bien aussi de te poser des questions et de comprendre un petit peu quelle direction que tu prends. Avant de commencer, je voulais souligner le fait que cette vidéo en aucun cas un conseil en investissement. Donc l'idée ici, c'est surtout de partager un petit peu nos réflexions sur l'écosystème, tes réflexions plutôt sur l'écosystème et de vous donner un petit peu de nourriture pour alimenter vos réflexions. Mais en aucun cas, c'est un conseil financier tout simplement. Et j'ai pour habitude de demander à l'intervenant, à la personne que je reçois, quelle personne elle aimerait voir ou tout simplement voir interviewer sur ma chaîne. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en tête, que tu trouves pertinente et qui ferait sens d'être sur la chaîne CryptoPixel pour une petite entrevue? Bah, il faut que je retrouve un petit peu toutes celles et ceux que tu as eu l'occasion d'avoir, parce que tu commences à en avoir pas mal à ton palmarès également. Laisse-moi réfléchir et à la fin, je te donnerai la réponse. Je réfléchirai à ça en parallèle de notre échange. Tu m'auras pas, hein, je te reposerai la question. Enfin, si j'y pense, mais j'essaierai en tout cas. Je le garde en tête. Bon, on va pouvoir un petit peu rentrer dans l'art. Je pense que beaucoup de personnes te connaissent via la chaîne Cryptos, ou en tout cas par peut-être tes interventions aussi sur BFM dernièrement. Est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ça fait beaucoup de choses. Déjà, encore une fois, merci Léo pour cet échange. Très content d'avoir cette position aujourd'hui à tes côtés pour expliquer pas mal de choses et effectivement échanger sur tous ces petits sujets qui nous passionnent. Alors moi, effectivement, je suis directeur des contenus et associé sur Cryptos, donc un média tout comme le tien sur la partie Coin Academy, où on fait tout plein de choses sur la démocratisation de l'industrie, sur l'explication, sur les actualités, sur des tutoriels. Et effectivement, parmi les choses que je fais à Cryptos, il y a cette partie podcast que j'ai décidé d'incarner il y a longtemps maintenant. Tu sais, ça fait vieux, mais ça fait 3-4 ans, je crois. Ça remonte maintenant, ouais. Ça commence à faire impressionnant, hein. Ouais, franchement, ça fait peur. Les petits cheveux blancs qui apparaissent, hein. Bah, j'essaie de les cacher, mais effectivement, tu sais, c'est pour ça que je mets la lumière assez forte. Mais ouais, effectivement, ça commence à faire un petit peu, mais ça fait très plaisir d'avoir ce rôle et de sortir des podcasts effectivement toutes les semaines avec des invités de l'écosystème. Donc ça, c'est sur la partie Cryptost. Et puis donc depuis 6 mois publiquement, une autre casquette, celle du CEO du Cube3 du coup. Cube3 qui est l'un des plus importants incubateurs accélérateurs d'Europe, qui vise à accompagner dans le Web3 énormément de projets et d'entreprises, puisque c'est et un incubateur et un accélérateur, et on ouvre le 9 octobre cette nouvelle activité au cœur d'Angers du coup. Ok, top. Et peut-être donner un petit peu plus d'informations sur ton background, parce que t'as un background, tu vois, comme certains disent. T'as fait aussi des choses avant Cryptos, peut-être présenter brièvement, si toi tu peux en parler en tout cas. Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai toujours évolué autour des milieux des médias. Donc, soit devant la caméra, soit derrière la caméra, soit dans des places de journalistes, soit sur des places de fondateurs ou cofondateurs. Le plus ancien truc un peu marrant que j'ai fait sur les médias, c'est un média avec Hugo Décrypte, donc Hugo Travers, qui a aujourd'hui la chaîne YouTube Hugo Décrypte, qu'il n'avait pas à l'époque, qui s'appelait Radio Londres. Notre objectif à ce moment-là, c'était d'être un média pour les jeunes, par les jeunes, puisque je sais que je suis pas très vieux, donc je devais avoir 15-16 ans, donc finalement, c'est pas si
c'est pas si ancien dans ma jeune vie, mais quand même, dans ma vie pro, ça fait plus de la moitié de ma vie pro. Donc effectivement, il y avait cette partie-là. Après, j'ai fait un saut dans la radio. Donc j'ai eu une partie radiophonique. Après, je suis revenu sur le terrain avec Ouest France, donc un média beaucoup plus traditionnel, où là j'ai joué clairement un rôle beaucoup plus journalistique que sur les deux parties précédentes. Et puis ensuite Cryptost, où là c'est pareil, j'ai fait les deux positions sur devant la caméra au quotidien, soit sur les podcasts, soit sur d'autres formats que j'ai pu faire sur Cryptost. Et puis derrière aussi sur l'accompagnement et la gestion de nos collaborateurs, près d'une vingtaine maintenant, et à l'époque que 3 ou 4 quoi. Donc ça fait une belle évolution depuis 2019. C'est sympa cette petite anecdote sur Hugo Travers. Je savais pas du tout que t'avais travaillé avec lui. Ouais. De quel sujet vous traitiez à l'époque? À l'époque, c'était un média qui se voulait vraiment pour les jeunes, par les jeunes. Donc ça traitait donc ça s'appelait Radio Londres avec la référence pendant la guerre aux médias pour parler sur certains sujets ou certains canaux. Donc c'était ça en fait vraiment le parti pris. Ça marchait bien parce que je crois que ça s'est arrêté à peu près au moment où Hugo est rentré à Sciences Po. Donc il y a eu une proposition de continuer sur un format différent qui s'est pas fait, puis chacun est parti. Mais c'est marrant parce qu'en fait dans les 3-4 personnes un peu clés, ils sont tous ils sont tous dans des trucs un peu marrants aujourd'hui. Donc Hugo c'est public, d'autres sont dans des sphères tout aussi exigeantes. Et moi du coup dans les médias j'y suis resté tout comme Hugo. Donc c'est amusant de voir la volonté des jeunes à une époque et les moyens qu'ils se donnent pour essayer d'accéder à leurs rêves à différents degrés. Mais effectivement, moi je travaillais beaucoup sur la partie édito et après ça touchait à la culture, ça touchait à l'économie, ça touchait à la politique évidemment parce que ça touchait déjà à des choses que Hugo aimait et ça a été mes premières vadrouilles aussi sur les dernières semaines sur le terrain parce que je pouvais du coup me faire accréditer et accéder à des endroits cool comme des festivals et profiter pleinement et Oh, les petits gratuitement comme un rat. privilèges ici, ça se met bien. Ouais, Hein. voilà, c'est ça. Pour être tout à fait exact sur l'anecdote, mais voilà. Donc du coup, ça a en fait toujours été autour des médias, donc à plein de postes différents, mais toujours par cet aspect-là, parce que c'était pour moi le meilleur moyen d'éduquer les gens, d'avoir la prétention de leur montrer une facette différente de la chose sur des sujets plus ou moins techniques, plus ou moins compris de tous. Aujourd'hui, très complexes, parce que ça touche à la philo, ça touche à l'économie, ça touche à l'ingénierie informatique. Donc le monde du Web3, mais j'ai toujours eu cette volonté ou cette prétention, comme dit Alexandre Astier, d'aller vers la compréhension et que s'éduquer, ce n'est pas se prendre la tête. Donc ça a toujours été avec cette envie-là de rendre la chose facile et agréable. Et maintenant, tu portes une nouvelle casquette qui est, je sais pas si on peut appeler ça une casquette de builder, mais qu'est-ce qui a fait que t'es passé par exemple de ce rôle où ou t'incarnes toujours en soi pour moi crypto, c'est une position où t'es plutôt dans une équipe d'un média où tu vas justement éduquer l'audience francophone à une position où justement tu vas être amené à accompagner des projets. Quel a été le déclic et surtout quels sont un petit peu les dessous parce que je suppose que c'est pas une réflexion que tu t'es donnée ou que t'as eu instantanément et puis d'un coup tu t'es lancé. Comment ça s'est passé? Quelles sont un petit peu les petites histoires derrière ça? En fait, le rôle d'accompagner l'industrie, on l'a effectivement publiquement avec le site, avec les podcasts, avec les vidéos, avec BFM, effectivement, avec le livre, avec Bloomberg et toutes les choses qu'on a pu faire ou qu'on fait aujourd'hui. Mais on avait aussi un rôle d'accompagnement, je pense, comme toi, qui était plus au quotidien, qui était plus en one-one avec des porteurs de projets sur le terrain ou d'autres personnes de l'écosystème ou de l'industrie. Donc c'était quelque chose qui était des échanges, des envies communes de faire pas mal de choses, mais qui n'étaient pas possibles dans le cadre de la société, puisque Cryptost étant vocation à être un média, on n'allait pas faire n'importe quoi avec ces statuts sociaux, parce que je pense que moi, je suis très attaché à faire attention justement à ce qui est marqué dans les statuts d'une société, et quand c'est marqué qu'on est un média et qu'on fait pas de pub, ou qu'on n'est pas sponsorisé, on le fait jusqu'au bout, ou alors on le dit. Mais sur cette partie-là, il y avait du coup quand même cette envie de faire cette deuxième chose. Donc à force d'échanger avec les porteurs de projets, à force d'échanger avec l'industrie, aujourd'hui on a l'occasion d'avoir une dizaine de mentors, advisors à nos côtés, avec qui du coup j'ai pu échanger tout au long du fait que je mûrissais cette envie de créer ce lieu d'accompagnement, parce que c'était une autre manière d'accompagner l'industrie. On l'a fait avec le grand public, maintenant on le fait avec les entrepreneurs. Donc il a fallu effectivement, après avoir eu l'idée, stress tester un peu le modèle.
C'est-à-dire de voir effectivement si c'était pas que une intuition et il y avait un vrai besoin. Je pense que on a pas trop eu peur. Quand les premières candidatures ont été envoyées, j'étais rassuré. C'est-à-dire qu'on avait plus de 150 candidatures en quelques mois avec l'été en plus entre les deux. Et on en a eu 50 en quelques jours. Donc là, je me suis dit, OK, c'est bon, je me suis pas planté, on n'est pas parti n'importe où. Et après, il fallait voir ce que ça donnait à l'intérieur de ces candidatures. Il y avait de très beaux projets. On en a du coup eu plus de 150. On en a sélectionné une vingtaine. Donc là, on est en train de terminer d'échanger avec les porteurs de projets. Mais voilà, c'était vraiment de se dire, il y a la réglementation européenne qui arrive. Franchement, la France, et j'ai participé à beaucoup d'échanges à l'époque de tous ces sujets réglementaires, que ça soit sur les médias ou que ça soit sur l'industrie en général. Elle est franchement bien placée. On a des gens qui connectent, qui captent un petit peu ce qui se passe là-haut. Mais ça va très vite. On peut très vite se faire doubler parce que l'avantage concurrentiel qu'avait la France, qui était, on a une réglementation claire que l'Europe va nous piquer pour l'uniformiser. C'était soit ça nous ouvre un champ des possibles de dingue parce qu'on passe d'un truc très ethnocentré dans l'Hexagone à quelque chose de continental puis de mondial demain, soit ça nous sort de la course et on a été bon pendant 4 ans, mais on ne se souvient jamais de celui qui est bon en 2021, on se souvient de celui qui est bon au bout de 30 ans. Donc je me suis dit, bon, essayons d'apporter notre pierre à l'édifice pour être bon pendant 30 ans et c'est comme ça qu'est né Cube 3. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est d'incarner la Startup Nation, si je comprends bien. Ça, c'est des termes très politiques que je ne reprendrai pas. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, c'est encore une fois, on a vraiment des mecs, et tu le vois aussi, tout comme moi, parce que tu en reçois sur Coin Academy, et puis tu scannes aussi l'industrie. On se fait chier sur les cours. Aujourd'hui, on se fait totalement chier sur Bitcoin. Il se passe rien. Mais par contre, ça build. On a genre 3000 emplois directs en France, 7000 emplois directs indirects. Il y a des entreprises qui continuent de lever des fonds. Il y a Ledger qui a levé 100 millions à l'automne, au printemps dernier, pardon. Il y a Ternoa qui a eu 1 million par la BPI il y a quelques jours. Il y a une boîte, Sorare Data, qui travaille autour de l'écosystème de Sorare, qui a levé 2 millions il n'y a pas si longtemps. Il y a 750 entreprises qui existent dans l'écosystème du Web3 en France d'après BPI. Enfin, toi, il y a plein de choses qui se font. Il faut avoir les bonnes lunettes pour les voir. Notre job, c'est justement d'avoir suffisamment de correction sur sa lunette pour aller chercher ces projets-là. Et t'aimes bien les rêves que je fais. J'aime bien. Je suis bon public. Ouais, je vois ça. Et de faire en sorte que l'entièreté du coup des gens qui adorent l'entrepreneuriat en France et le Web3 particulièrement puissent les voir. Parce qu'on aura une équipe de tournage qui fera un documentaire toute la première année justement, où en fait on verra l'envers du décor de l'entrepreneuriat en France, particulièrement orienté sur le Web3. Et voilà. Et le job, c'est aussi de les accompagner et de les mettre en valeur autour de Cube3 et de ses partenaires du coup. Mais ça a bien changé quand même, parce que le dernier bear market, je me souviens, ça buildait moyen, quoi. Enfin, ça buildait, mais moins en France. En tout cas, je pense qu'on avait moins d'entreprises françaises ou francophones et on avait plutôt des cerveaux qui étaient dispatchés un petit peu à l'international. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a vraiment, des vrais entrepreneurs Web3 en France, etc. À quel point ça a évolué pour toi? À quel point c'est si différent ou pas du tout? Peut-être que je me trompe, hein. Non, tu te trompes pas du tout. Je pense que c'est particulièrement vrai, même si tu as raison, il y avait quelques belles boîtes qui sont sorties de terre au dernier bear market et qui ont explosé au dernier bull market, mais ça a jamais été aussi important que ça. Je pense que il y a plusieurs rôles. Déjà, il y a le rôle de l'éducation auquel on a tous participé ces dernières années, parce qu'encore une fois, c'est une des mannes d'arrivée du grand public. Et j'ai envie de dire, un public éduqué reste pendant les bear markets pour build, justement, il n'est pas juste de passage. Donc je pense que là, on peut se féliciter sur la capacité à avoir expliqué au grand public et à avoir justement gardé dans nos filets des gens talentueux. Et puis, il y a aussi les aspects réglementaires et financiers. Il y avait à l'époque pas autant de fonds Web3 qu'il n'en existe aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il y a des fonds Web3 qui ont une capacité de financement de près de 300 millions d'euros mis bout à bout, donc ça commence à être sympa. Il faut qu'ils puissent déverser cet argent-là. Et justement, c'est le but de Cube3. Quand tu as de l'argent, tu sais juste pas où mettre ton fric parce que tu as peur que le projet sur lequel tu mises soit mal accompagné, il se casse la gueule. Donc, c'est très important d'avoir des structures comme celle de Cube3 pour les accompagner et les structurer. Il y a la réglementation qui est en place, qui n'existait pas ou peu avec l'EPSAN. À l'époque, l'EPSAN, ça servait à rien. Moi, j'ai souvenir d'échanges avec justement les régulateurs et l'ADAN et toutes les personnes qui ont mis ça en place, où ça n'avait aucun avantage concurrentiel. Aujourd'hui, avec la loi influence, la loi Pacte, justement, qui a grandi, MiCA qui arrive, ça a vraiment un vrai impact et un vrai intérêt. Donc, tout ça mis bout à bout fait que l'argent est arrivé, les entrepreneurs ont pris de l'assurance,
il y avait suffisamment de grand public pour utiliser les solutions, même si on est d'accord, hein, on est en bear market, ça fait pas des milliers et des milliers et des milliers de téléchargements, les applications Web3 toutes les secondes, mais c'est quand même mieux. Et il y a du background avec des gens pour accompagner. En 2017, il n'y avait pas autant de gens pour faire du mentorat autour de Cube3 si on l'avait lancé à l'époque, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des gens très talentueux. Je pense à Mark Zeller dans la finance décentralisée de AAV, ça n'existait pas à l'époque, ou en tout cas pas à cette échelle-là. Et même AAV n'existait pas au dernier bear market, bull market non plus, très clairement. Je pense à Jérôme de Tichet de Comet qui a levé 10 millions l'année dernière, ça n'existait pas non Ethereum plus. France, ouais. Pour toutes les, ouais, qui est président d'Ethereum France aussi, qui a cette application qui fait de la compte abstraction, ça n'existait pas, alors que ça va tout révolutionner dans les prochains mois, cette histoire de la compte abstraction. Je pense à Faucine Fleuret, qui était même pas présidente de la DAN. La DAN n'existait pas, il y avait même pas d'assaut pour représenter l'écosystème à l'époque face justement à nos pouvoirs publics. Yvan Delatour de BPI France était déjà là, mais il n'avait pas autant de moyens de financement. Et Owen Asher avait une boîte qui s'appelait pas encore Meria et qui n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, tout comme lui n'était pas encore ce qu'il était là à ce stade. Donc l'écosystème mûrit. On était à l'époque en train de rentrer dans l'adolescence. Là, on est en train de quitter l'adolescence et c'est trop bien de pouvoir l'accompagner justement. Enfin, on dit souvent de certains artistes qui sortent un album, l'album de la maturité. Là, c'est le cycle de la maturité peut-être. En tout cas, on voit que ça se cadre bien, quoi. On voit que ça se cadre beaucoup mieux et je pense qu'il y a quelque chose à cadrer. Avant, c'était vraiment beaucoup plus le Far West, quoi qu'on en dise. On a toujours du Far West un peu partout avec la DeFi et je pense que c'est un peu l'essence même de la DeFi d'une certaine manière, de laisser un petit peu la liberté à chacun d'innover, tester des choses, etc. Mais là, ouais, même à l'époque, on a eu la folle époque des ICO, on a eu le droit à du grand n'importe quoi. Je pense que ce cycle-là, on a aussi eu du n'importe quoi, mais enfin pour ceux qui étaient là au cycle d'avant, je pense que ça a quand même rien à voir. Pour parler peut-être de Cube3, depuis tout à l'heure, tu mentionnes ce nom. Mais peut-être des gens qui nous regardent ne savent pas ce que c'est et ne savent pas dans quoi tu passes ton temps en ce moment. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est Cube3 tout simplement. Tu m'avais aussi parlé de différents mots, incubateur, accélérateur. Quelles sont les différences entre ces termes-là? Ouais, on va essayer de décortiquer ça. Tu me dis si jamais c'est pas assez clair, mais effectivement, T'inquiète. du coup, Cube3, c'est un incubateur accélérateur. Donc, le terme d'incubation, c'est réservé à des jeunes entreprises qui ont des idées nouvelles, mais qui n'ont pas forcément de structure juridique. L'accélération, c'est des boîtes qui font déjà du chiffre d'affaires et qui veulent, sur une verticale très précise, justement, qu'on les accompagne dans la conquête européenne qui les attend dans les prochaines semaines. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner entre 6 et 12 mois une vingtaine d'entreprises. Donc, ça fait 60 à 80 personnes parce qu'il y a plusieurs personnes dans les équipes qui sont concernées par notre accompagnement et de leur donner jusqu'à 200 heures d'accompagnement, justement, de suivi stratégique et de mentoring. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une société une société ou l'entrepreneur, hein, encore une fois, il y a les deux stades d'avancée qui va sur le site de cube3.fr, qui remplit notre typeform et qui dit, en fait, là où il en est rendu dans sa boîte, ce qu'il recherche aujourd'hui et là où il se voit demain, quoi. Nous, on réceptionne la candidature et justement, on voit comment on peut l'accompagner dans son domaine d'activité premier, qui est l'entrepreneuriat, et dans celui qui est l'entrepreneuriat dans un domaine d'innovation, à savoir le Web3, avec une niche encore plus particulière qui est, je sais pas, un sous-narratif de l'écosystème Web3, donc la finance décentralisée, le métavers, le NFT, la tokenisation, et du coup de pouvoir lui plug un programme d'accompagnement très personnalisé avec un mentor qui sera son mentor durant toute la période chez Cube3, notamment s'il travaille du coup dans la finance décentralisée, il aura un mentor Mark Zeller qui pourra passer du temps, ce qui est pas mal effectivement, et tout au long du parcours de bénéficier d'accompagnement sur l'entrepreneuriat en général. Donc qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, comment scaler ses opérations, comment on embauche, quels sont les risques de l'entrepreneuriat en France, tous les trucs classiques d'un incubateur accélérateur. Et avec la branche Web3, justement, de pérenniser leur activité, de se faire connaître, de muscler un peu leur jeu du Web3 et de s'intégrer dans des protocoles ou dans d'autres usages de l'écosystème et de se mettre en conformité avec la réglementation également. C'est en gros les gros piliers sur lesquels on accompagne nos entrepreneurs. Encore une fois, ça ne dépasse pas 12 mois d'accompagnement et après, ça dépend effectivement de leurs besoins. Donc en soi, la partie incubateur, c'est moi j'ai un projet, c'est mon bébé, c'est encore à l'état de nouveau-né. À ce moment-là, je peux avoir l'aide justement de Cube3. Et pour la partie accélérateur, c'est
Voilà, j'ai un projet qui a déjà un petit peu d'historique, qui a déjà fait ses preuves, mais je sais pas comment passer à la vitesse supérieure. Là, l'objectif, c'est d'arriver avec l'accélérateur et ok. Mais Exactement. fondamentalement, quelles sont les différences de services que vous proposez entre un incubateur et un accélérateur? Est-ce que c'est des prestations qui sont similaires mais avec des angles différents? Est-ce que c'est des intervenants qui sont différents? Comment vous gérez ça? Il y a tout ça parce que, en fait, effectivement, il y a probablement quelques entreprises qui vont faire les deux. Ils vont faire d'abord l'incubation, après l'accélération. Parce que faut, faut pas aller trop vite dans la musique. Faut pas aller plus vite que la musique dans l'entrepreneuriat. Et en fait, recevoir des très bonnes idées au stade embryonnaire pour justement faire en sorte que ça soit, que ça soit un beau bébé et qu'il soit pas prématuré ou qu'au contraire, il n'y a pas de problématique en le sortant trop tard. Eh bien, c'est tout aussi important que de le faire soi-même, de se rendre compte qu'il y a des problématiques et des barrières et de vouloir les résoudre avec l'accélération. Donc, ce programme peut se compléter, c'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui vont faire de l'incubation et de l'accélération. Elles peuvent aussi avoir juste besoin d'un coup d'incubation et ensuite faire leur vie à l'extérieur. Ça, c'est par contre, elles ne peuvent pas faire l'accélération puis l'incubation, évidemment. Après, sur la différence de prestations, comme c'est des boîtes qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes parcours. Je veux dire, le tronc commun, on va pas demander à un entrepreneur qui est dans l'accélération, c'est-à-dire qui fait, je sais pas, 10 millions de chiffres d'affaires et qui a déjà 30 employés, de revenir sur son c'est quoi un business model, de revenir sur son c'est quoi tes besoins, c'est quoi la perception de ton business, c'est quoi sa valeur réelle. Toute cette partie-là, il va pas en avoir besoin. Donc il va pouvoir squeezer cette partie pour se concentrer davantage sur potentiellement des besoins primaires dans l'entrepreneuriat dans le cadre de son activité. Donc, comment ne pas perdre l'essence de mon entreprise en passant de 10 à 100 salariés, par exemple, ou mettre des outils en place pour éviter que ces salariés partent, éviter le burn-out, éviter tous ces sujets-là. Donc, des programmes très, très concrets. Les bootcamps sont sur cube3.fr si vous voulez y jeter un œil sur toute la partie traditionnelle et sur le Web3 aussi. Et du coup, sur le Web3, c'est pareil, ça va tout de suite être quand le candidat va déposer sa demande sur Cube3, il précisera ses besoins primaires dans les toutes prochaines semaines, toutes prochains mois. Ce qui se passe généralement dans les incubateurs, parce que j'ai eu du coup l'occasion de build cette nouvelle équipe à partir de zéro pour lancer Cube3. Donc je suis allé échanger avec d'autres incubateurs, accélérateurs, et même des directeurs ou des personnalités de d'autres incubateurs, accélérateurs en France qui nous ont rejoints pour cette opération-là et au board ou autour de nous pour accompagner cette nouvelle vague d'innovation. Mais il y a vraiment aussi ce côté, on vient pour deux, trois besoins et en fait, va en avoir 40 parce on ne sait pas de quoi on ne va pas avoir besoin, ni même de ce dont on va avoir besoin de fait. Donc, après, ça dépend de l'entrepreneur, mais ça peut très bien être, d'ailleurs, on a des boîtes comme ça. Ok, en fait, j'ai une boîte dans le Web 2 ou dans le Web pas du tout 3 qui fait très bien cette chose-là. J'ai entendu parler que ça pouvait augmenter justement mon scale-up, ça pouvait me permettre de passer à la vitesse supérieure sur mon activité, de passer par telle branche du Web 3. Voilà mes enjeux et j'ai envie de mettre du Web 3 sur ce point-là. Comment on fait? Et il y a de ça, il y a des entreprises du Web 3 qui disent j'arrive pas à target mes nouveaux prospects, est-ce que vous pouvez m'aider à les identifier? Ou alors je veux mettre telle ou telle solution, ou alors j'ai envie justement d'être encadré par des gens qui savent faire, parce que j'en ai marre d'être tout seul et de pas avoir de partenaire d'expliquer 10 fois par jour à mon banquier ce qui se passe, d'expliquer 10 fois par jour à mon comptable ce qui se passe. Ça, t'as raison de rigoler, parce que c'est encore assez frais dans nos têtes d'entrepreneurs. Mais du coup, ça fait partie des accompagnements sur lesquels, moi, je pense qu'un entrepreneur, il doit se concentrer full time sur sa solution. Il y a différents types d'entrepreneurs, mais dans le Web3, c'est vraiment des entrepreneurs beaucoup à l'intuition, beaucoup du coup à la croyance. Donc ils doivent vraiment se concentrer le maximum possible sur leur solution et pas avoir peur sur est-ce que je dois expliquer à mon banquier ça ou ça. Donc on a la chance d'avoir Orwell Avocat en partenaire avocat pour qu'il puisse échanger avec nos incubés accélérés, d'avoir Fox Audit pour tout l'accompagnement comptable et plein de gens qui donnent de leur temps, qui donnent des forfaits, qui réduisent aussi sur des dépôts très précis d'avocats ou des accompagnements de prestations qui réduisent grâce à Cube3 leurs factures pour accompagner nos entrepreneurs. Enfin, tout ça, c'est super important. C'est un écosystème d'épanouissement dont l'entrepreneur a besoin parce que dans le Web3, il aura déjà suffisamment de défis. Donc imaginons, moi j'ai un super projet, il s'appelle Coin Academy, et genre d'un coup je me dis waouh, il faudrait que j'aille chez Cube3. Qu'est-ce qui ferait que, par exemple, j'irais plutôt chez vous que chez un autre incubateur, accélérateur qui a déjà de la maturité, qui existe déjà depuis un peu plus longtemps, que ce soit en francophone ou en anglophone, tout simplement. Bah,
Effectivement, c'est intéressant de soulever ce point-là parce qu'il n'y a pas tellement d'incubateurs accélérateurs sur le Web3 en Europe. Il y a ce qu'on appelle des startup studios, c'est-à-dire que c'est un peu différent dans l'approche qu'ils proposent. C'est un peu plus intrusif entre guillemets dans la vie du projet, c'est-à-dire qu'ils peuvent la volonté c'est Un peu de plus en mode remodeler les agence, projets. c'est ça que tu veux Ouais, dire? c'est un peu ça. C'est les projets peuvent être remodelés. C'est pas venez comme vous êtes. C'est bah voilà, il y a des lacunes. On va changer les équipes. On va faire plein de trucs pour que ça aille mieux. Puis parfois on va même récupérer le projet. On va le mettre en interne. On va le développer. Et puis c'est la personne qui a porté le projet va devenir un Ah salarié non, ou ouais, un un salarié, associé un employé. minoritaire. Et c'est très bien, hein, effectivement, ça, c'est une approche totalement différente que j'apprécie beaucoup, mais qui ne correspond pas à la maturité d'une industrie comme la nôtre où les porteurs de projets veulent rester incarner leur projet et rester maître à bord du véhicule qu'ils sont en train de créer. Donc, il y en a pas tellement d'autres. Il y en a quand même dans le monde certains nombres. Effectivement, c'est plus des anglophones. En France, en vrai, il y en a deux, trois qui commencent à émerger sur l'aspect incubateur accélérateur. C'est encore Il y en tout a une petit, ouais. quinzaine quand tu prends les startup studios et tout ce qui va autour de ça. Il y a, je prends en compte, si tu prends en compte même les incubateurs de grosses marques, c'est-à-dire Mastercard a son incubateur Web3 et ce genre de choses. Il y en a un dans Station F avec Binance. Si tu prends tout ça, donc les incubateurs de marques également, donc c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, carrément, l'objectif, c'est que les projets incubés soient derrière fusion-acquisition dans le groupe en question, hein. Donc c'est Pour encore mettre en différent. valeur en soi la société qui est au-dessus, quoi. Enfin, je crois que C'est ça. Crypto.com ont aussi quelque chose comme ça, et le but, enfin même pour Mastercard, je suppose, serait de mettre en avant les solutions Mastercard ou Crypto.com ou autre, Ouais, tout in à fait. fine, quoi. Il y en a qui arrivent à s'échapper de leur filet, entre guillemets, et continuer leur vie à l'extérieur. Mais voilà, si tu prends tout ça, je pense qu'il y en a 20-25. Dans toute l'Europe, si tu prends tout, il y en a une quarantaine. Dans tout le monde, il y en a une quarantaine, pardon. Mais, euh, moi, j'ai construit celui-ci en ayant envie de plusieurs choses. Je me suis dit, déjà, on a des compétences en interne avec mes associés qui sont issus du monde du Web3, qui sont issus du monde de l'incubation, de l'accélération. Mais je voulais que ça soit aussi le navire amiral de l'innovation. Donc, je me suis dit, il faut aller s'entourer de gens qui ont aussi des sociétés, qui ont aussi des expertises à l'extérieur et qui vont pouvoir donner leur expertise justement dans le cadre de Cube3. Donc, c'est le cas de Faustine Fleuret, la présidente de la DAN. C'est le cas d'Yvan Delatour, qui en gros gère toute la stratégie Web3 de BPI, BPI France, qui est le plus gros financeur parapublic. Ils ont injecté 75 millions d'euros dans les projets Web3. Dilution ou pas dilution, c'est-à-dire que c'est soit du monter au des capital des prêts, entreprises, ouais. soit effectivement de l'argent qui est donné en équivalent de prêt à taux zéro ou ce genre de choses. 75 millions en 3-4 ans, donc c'est vraiment super important. Ils ont aidé 150 startups là, sur les 700 dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment important. Owen Simonin, le CEO de Meria, qui est aussi une grosse boîte francophone qui marche bien, qui fait de la prestation sur les cryptos depuis bien longtemps maintenant, qui s'appelle Just Mining, et avec la chaîne YouTube Asher, avec qui je partage pas mal le plateau de BFM aussi. Il y a quelques autres advisors qu'on va annoncer à Zap. Et puis je te disais, Mark Zeller, j'ai très content aussi d'avoir quelqu'un de la finance traditionnelle qui travaillait à Odo BHF et qui nous accompagne aussi sur toute la partie mentorat sur le financement. Donc c'est aussi super important d'avoir cette personne qui en fait à participer au deal, enfin à aider sur le fait que le deal de, je sais pas si tu avais suivi ça à l'époque, que Odo BHF a pris des parts dans l'entreprise française Coinhouse, ce qui était super complexe parce que J'en avais c'est entendu parler, hein. Ça devait être il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça, ouais, non? il y a un an et demi, c'est Alexis Leporte, pour le citer, qui a entre autres fait ça parce qu'il était directeur innovation dans le groupe Odo BHF, qui est une banque privée franco-allemande, si je dis pas de bêtises. Et c'est très complexe parce que les standards bancaires sont très compliqués pour mettre en adéquation les standards crypto. Ça va changer quand il va y avoir MiCA, la Marketing Crypto Asset, le règlement européen qui va mettre un peu tout le monde d'équerre. Ça sera plus simple, mais c'était très compliqué. Donc on a ce gars-là aussi que j'aime beaucoup, Alexis, qui sera à nos côtés pour aider les entreprises à chercher du financement et à monter des dossiers. Donc voilà, en fait, ces multiples engagements, des gens qui sont déjà là dans l'écosystème et qui apportent leur expertise, des mentors qui vont accompagner one-one nos entrepreneurs sur les thématiques qui les attendent demain. D'avoir aussi des partenaires. Je citais Orwell, je cite aussi RegSharp, il y a Fox Audit, il y en a plein d'autres qu'on va annoncer. Il y a Nebulae aussi qui est un fonds d'investissement, Stake Capital.
de cet aspect écosystémique qui est super important. C'est l'industrie qui porte ces projets, c'est l'industrie qui porte The Future of Friends, comme on aime le dire, à l'international. C'est aussi l'envie de mettre en lumière les projets qu'on aura dedans. On va tourner, comme j'ai dit, du coup, avec une équipe de télé et de tournage, une série à l'intérieur du lieu pour mettre en avant nos porteurs de projets, pour montrer aux gens ce que c'est entreprendre en France. Qu'est-ce que c'est d'aller à la banque, de demander justement des prêts, d'aller à BPI, c'est quoi les craintes, c'est quoi les réussites, comment on fait une levée de fonds, comment on prépare une levée de fonds. Tout ça, on pourra le voir à partir du 29 octobre. Là, il y a mon petit biais affectif. Effectivement, ça sera avec notre partenaire média Cryptos, qui est partenaire média avec d'autres médias. Donc, le premier épisode sera sur la chaîne YouTube de Cryptos le 29 octobre. Et je suis très content d'être accompagné de gens très talentueux pour faire cette série, pour accompagner les créateurs de contenu qui seront aussi autour de cette série. Et donc, il y a aussi Amixem qui sera autour de ce monde-là, qui est donc le 3 ou 4e plus gros youtubeur de France, qui était il y a quelques jours au GP Explorer et qui a fini 8e. Donc bravo Maxime, très fort. Mais effectivement, Maxime est d'Angers, donc forcément moi aussi étant en juin et cet incubateur que j'ai souhaité accélérateur mettre à Angers, ça aide. Mais c'est quand même un mec qui a une expertise YouTube de dingue, qui a 8 ou 9 millions d'abonnés et qui sera là aussi autour de ces sujets-là. Donc tu vois, en fait, ça m'a permis de connecter un peu tous les mondes que j'aimais et d'accompagner pour accompagner cette industrie et mettre en valeur les talents qu'on aura, parce que encore une fois, on les annonce dans pas très longtemps, mais il y a des très très beaux talents et jusqu'au 22 septembre, ceux qui estiment pouvoir être des beaux talents, et il y en a plein, pourront aussi candidater jusqu'au 22 septembre pour préparer, pour intégrer la première promotion qui démarre donc le 9 octobre 2023. Mais au final, ça n'a rien à voir avec un VC, peut-être pour les gens qui nous regardent. Enfin, en gros, vous travaillez avec les VC, mais un VC en soi, il va surtout te financer et t'ouvrir des portes, mais il va pas t'accompagner comme vous le faites. C'est-à-dire que un VC, lui, il a pas forcément le temps de te prendre par la main et de t'accompagner partout. Évidemment, il va pouvoir être critique, surtout que quand t'es VC et que tu finances une boîte, la plupart du temps, tu finis aussi au board si t'es un gros investisseur. Donc t'as aussi un droit de regard et tu peux avoir un œil critique par rapport à ça. Mais un VC en soi, il va surtout faire sous-traiter cet accompagnement, je pense, la majorité du temps par des incubateurs, des accélérateurs, etc. Parce Exactement. que sinon, je pense qu'ils s'en sortent pas. C'est deux métiers différents, quoi. Financer et accompagner, quoi. C'est pour ça qu'on a justement des partenariats avec des VC, parce qu'effectivement, il y a l'enjeu d'accompagnement est un enjeu clé et c'est l'enjeu moteur et c'est la colonne vertébrale. Il y a aussi l'enjeu de financement. Il y a faire le plus beau projet et être financé pour le faire. Ça sert à rien si c'est pas visible. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité mettre en place la série et aller chercher tous ces gens autour de ces thématiques-là. Mais effectivement, il y avait aussi l'enjeu du financement. Donc on a plusieurs VC partenaires. J'ai cité Nebulae, j'ai cité Stake Capital. Il y en a quelques-uns d'autres qu'on va annoncer prochainement, qui soit ont réservé des enveloppes dans le cadre de leur investissement annuel dans Cube3, soit qui viendront aussi avec leur carnet de chèques pour donner l'argent aux projets qu'ils affectionnent dans le cadre de Cube3. Mais ça sera libre à eux de savoir où ils déversent leur argent. Mais tu as raison, dans la capacité d'accompagnement, c'est faible. Alors, t'as raison aussi dans le sens où ils donnent leur avis et ils apportent quelques points quand même d'attention, parce que c'est leur argent et ils veulent pas le perdre. Mais c'est pas au quotidien des gens qui vont délivrer des centaines et des centaines d'heures d'accompagnement stratégique, de formation, d'accompagnement, d'échange. Ça sera beaucoup plus sporadique et justement c'est là où ça se complète bien avec notre accompagnement pour la réussite du projet et des ou du porteur du projet en l'occurrence. Une question que je me posais, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se poser cette question, c'est dans quel cas, par exemple, je soumets mon projet et il se fait refuser? C'est quoi un petit peu les points noirs récurrents qui vous empêchent d'accompagner une équipe, un projet, etc.? Alors, moi, j'ai participé au tout début, justement, pour le rodage à la première session d'échange avec les porteurs de projet. Je ne le fais plus aujourd'hui. Mais grosso modo, quand on reçoit une candidature, on demande d'avoir un deck. Donc, ça prend une trentaine de minutes pour répondre à l'entièreté du typeform. Donc, rares sont ceux qui l'ont fait pour des bêtises. Bon, dans le lot, on en a peut-être 3-4 de gens qui se sont amusés à faire n'importe quoi avec, mais ça reste marginal. Et effectivement, il y a une première étape de sélection qui consiste à regarder le doc et à voir si ça tient la route. C'est-à-dire, est-ce que, c'est dans notre thèse aussi d'accompagnement? Est-ce qu'on est capable d'accompagner ce projet? Est-ce que le projet est capable d'être accompagné? Est-ce que il est suffisamment structuré ou structurant dans le futur pour qu'on puisse matcher ensemble?
et est-ce qu'on n'a pas déjà un projet dans ce spectre-là qu'on a déjà signé ou qu'on a déjà ou avec lequel on avance déjà. Donc une fois que ça ne rentre pas dans ces champs d'application négatifs, il y a un premier call qui est Vous déclenché pouvez avec pas avoir 2 fois le même projet qui fait la même chose. Je vais te couper, mais c'est ça la question, je pense ouais, aussi. Hein. ouais, alors pas sur en fait, on peut sur l'incubation et de l'accélération, c'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui fait, enfin, dans la finance décentralisée, des choses un peu similaires au stade d'incubation et d'accélération. Mais par contre, je voulais pas qu'on ait deux choses similaires dans un même stade d'avance. Euh, Ok. D'ailleurs, même, on a fait en sorte qu'on n'ait pas du tout la même thèse exactement sur l'incubation et l'accélération, parce que sinon, ça ferait conflit. Mais par contre, je souhaitais que les mentors qui vont avoir les catégories d'accompagnement, il y en avait une dizaine, et un projet en incubation et un projet en accélération à superviser. Donc, en gros, Marc Zeller, pour reprendre son exemple, ou Jérôme de Tichet pour le gaming et tous les sujets qui incombent à son expertise, ils auront a priori un projet en incubation et un projet en accélération dans la finance décentralisée ou dans le gaming. Donc, ça sera pas tous les deux veulent faire un jeu de voiture qui veut, tu vois, qui veut concurrencer le GP Explorer. Non, mais Par t'aimes contre, pas c'est les dans jeux de un voiture, on l'a compris, c'est pas grave. N'hésitez pas à postuler si votre jeu de voiture est pro Web3. Mais d'ailleurs, en plus, Stake Capital a fait un jeu de voiture il n'y a pas si longtemps que ça pour pouvoir être Ouais, je l'ai sélectionné vu. à leur dernière soirée, tu vois. Donc, c'est quand même un des partenaires. Il faut quand même que j'aime les jeux de voiture. Mais en tout cas, voilà, effectivement, il y a cette première partie. Après, c'est des calls. C'est-à-dire, il y a deux ou trois, un ou deux ou trois calls. Ça dépend justement de jusqu'où l'entrepreneur monte. Mais avec l'équipe éducative et puis l'équipe plus élargie et puis l'équipe encore plus élargie. Donc c'est là, on stress teste aussi la solution. On regarde si techniquement elle tient la route. On regarde si l'entrepreneur est capable d'entendre nos retours parce qu'il y a des entrepreneurs qui finalement ne sont Ah, pas c'est de forcément. l'ego, c'est dur, hein. Bah, bien Tu sûr, peux avoir mais des c'est entrepreneurs un qui se vrai sujet, braquent. hein. Hein. Il faut être capable d'entendre les retours de l'équipe. On stress teste aussi l'entrepreneur en lui-même, ce qu'il a déjà fait, avec qui il est entouré, comment il s'est entouré, quelle est la répartition sociale de son entreprise, ou la future si jamais c'est juste une idée. Voilà, où est-ce qu'il se voit dans 6 mois, quel est l'accompagnement dont il a besoin, quelles sont les finances qu'il a aussi à disposition pour aller au bout. Et puis voilà, c'est après des échanges avec l'entièreté de l'équipe et ensuite on formalise le contrat. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Comment vous gagnez votre vie Ouais. et quel impact ça a sur les projets que vous accompagnez? Moi, j'ai voulu une chose très simple. Je ne voulais pas qu'on soit majoritaire ou qu'on prenne des parts trop importantes dans les entreprises qu'on allait accompagner. Et je voulais une deuxième chose parce que je suis exigeant. Je voulais qu'on prenne des parts dans les projets qu'on accompagne. Parce que pour moi, un modèle d'incubateur et d'accélérateur qui fonctionne, ça ne peut être qu'un incubateur et un accélérateur qui prend des parts dans la société qui Avec des l'accompagne. intérêts alignés, quoi. Exactement, sinon c'est du coworking. C'est-à-dire que j'aurais récupéré 150 candidatures, il y en aurait une centaine, 130 qui auraient été vraiment sympas. J'aurais dit oui à 130. Je les aurais fait payer je ne sais combien d'euros par semaine ou par mois pour accéder au lieu. That's all. J'aurais fait un super tweet LinkedIn, je suis un gross hacker et c'était fin de partie. J'en voulais pas. Donc, C'est la méta, c'est la méta. ouais, c'est la méta, mais du coup, voilà, je me disais, c'était un peu plus écosystémique que ça, donc on va faire autrement. Donc, en fait, on prend moins de 10% des parts dans les entreprises qu'on accompagne. En ce moment, ça tourne d'ailleurs entre 2 et 8% pour la plupart des contrats qu'on a signés. Donc, on a une partie prise de parts et on prend des parts pour le meilleur et pour le pire, hein. J'aime à le dire, mais c'est vrai. Quand tu es associé, tu peux faire des apports au compte courant des entreprises. C'est-à-dire, si tu as de la trésorerie, hein, enfin, si j'ai de la trésorerie en tant que Cube 3 et que 2 ans après l'accompagnement des boîtes qui est passée par Cube 3, elle a un coup de chaud et que j'ai les capacités de financement de signer un apport au compte courant, je le fais. Donc, c'est pas juste être associé par beau temps. Mais il y a cette volonté d'être aux côtés d'entrepreneurs pour le meilleur et pour le pire. Après, il y a deux autres paramètres qui servent à l'entrepreneur, justement, pour, pour pouvoir intégrer Cube3 sans qu'on prenne trop de parts. Et en plus, tu le sais aussi, Léo, aussi bien que moi, dans l'entrepreneuriat, la valorisation des boîtes, c'est d'une complexité sans nom. C'est-à-dire, combien vaut, si on prend ton exemple, combien vaut Coin Academy? Alors vous, c'est un peu plus simple parce que vous seriez en 10 accélération. milliards à vue de nez, quoi. Mais... Ah ouais, mais t'es gentil là, tu vois. Là, on se rappelle en off tout à l'heure et on fait une fusion-acquisition avec c'est super complexe. Donc, j'allais dire, c'est plus simple avec vous parce que vous seriez en accélération. Donc, vous avez un chiffre d'affaires, donc on sait un peu plus les multiples. Et encore que, on serait pas d'accord sur le x3, x5, qu'est-ce que vaut l'idée, qu'est-ce que vaut les... Enfin, c'est une complexité sans nom, mais c'est encore plus complexe pour l'incubation où la personne n'a pas de structure ou une structure très jeune et qu'elle ne fait pas du CA ou suffisamment pour qu'il y ait du background. Donc, et pour la sécurité du modèle économique de Cube3 et pour qu'on se prenne pas le crâne sur les parts
et la valo et pour qu'on prenne pas trop de parts non plus, il y a 2 autres paramètres qui rentrent en compte et que l'entrepreneur peut mettre à sa guise au niveau qu'il souhaite. C'est ce qu'on appelle du différé sur prestation, c'est-à-dire que on sait que ça nous coûte tant d'accompagner cet entrepreneur sur les thématiques dont il a besoin. On va prendre un peu de part pour les raisons que j'ai données là. On va faire une avance, enfin un différé sur prestation, c'est-à-dire quelques milliers, dizaines de milliers, ça dépend de ce que je peux Avancer de dire. la presta pour un paiement futur. Voilà, exactement. On sait que faire venir les mentors, les advisors, faire venir l'équipe de tournage, faire venir payer la structure, payer le lieu. On a des centaines et des centaines de mètres carrés à Angers pour les accueillir aussi. Ça nous coûte tant. Du coup, effectivement, ça, c'est une presta qu'on va pas demander, mais on va la demander sur 3 ans. Et là aussi, c'est un souhait qui est important et qui a été partagé par l'équipe. C'est de ne pas le faire en mode c'est un emprunt bancaire. C'est-à-dire que c'est pas pendant 3 ans que vous allez rembourser 800 balles, ou 100 balles. C'est de dire ça va être sur des milestones de votre entreprise. Donc nous, Cube 3, on a la prétention de vous apporter ça, ça et ça. Donc, ça m'inquiète pas trop de me dire que vous allez déclencher que lorsque vous allez avoir un gros client qui va vous apporter tant, que lorsque vous allez avoir tel VC qui va vous financer, lorsque vous allez avoir telle entreprise qui va vous donner de l'argent ou autre. Et là, il y aura des pourcentages de 1, 2, 3% de ce financement-là qui viendra rembourser l'enveloppe. Et puis, il y a un dernier truc qui est très faible, mais qui était quand même important aussi pour l'éducation et pour l'engagement. Parce que nous ne sommes pas une garderie, c'est-à-dire que les gens doivent vraiment s'impliquer dans les entreprises, mais c'est important aussi. Les gens comprennent, on parie sur eux. Parce que, du coup, le dernier point, c'est un abonnement mensuel, mais tu vois, qui est dérisoire, qui est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Donc, si le mec, il met que quelques centaines d'euros, puis après, il vient pas, les parts, elles valent rien, remboursable, la différée sur prestation, on n'aura jamais le l'argent, retour et ça fonctionnera pas. Donc, on n'est pas une garderie, c'est pas méchant quand je le dis, mais c'est, même si l'entrepreneur... Non, mais vous avez... pour venir à son... Votre temps, il vaut quelque chose. Vous voulez juste pas perdre votre temps, quoi. Quand même, exactement, c'est normal. Qu'il ait envie de faire des choses à nos côtés. Donc, c'est les trois parties qui nous permettent de fonctionner avec les incubés et accélérés. Et donc imaginons, moi je suis Cube 3 et je prends Cryptost en accélération parce que Cryptost a besoin d'un peu d'accélération et je me dis waouh, vraiment ce projet est top et tout. Est-ce que vous permettez par exemple d'investir vous-même dans la boîte si jamais vous avez un gut feeling, une sensation que voilà vous avez envie encore plus de commit, ou est-ce qu'il y a une limite à ça d'une certaine manière? C'est schizophrène déjà parce que tu joues tous les rôles depuis 40 minutes là, t'as mis c'est de l'acting, nouvelle carrière. Tu te projettes beaucoup dans tes auditeurs pour essayer de les emmener dans ton monde. Mais en tout cas oui, alors dans les premiers temps, non, pas forcément, parce que justement il y a ce roulement qui nous permettra d'acquérir de la trésor et de le faire dans le futur. Parce qu'en fait, d'un point de vue aussi entrepreneurial et financement, tout ce qui est de l'ordre de BPI notamment, ou des prêts d'honneur qui sont importants pour les entrepreneurs quand tu démarres, tu as besoin d'argent, eh bien généralement c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire que tu peux aller voir la BPI pour demander 1 million d'euros s'ils acceptent, mais il faudra quand même que tu aies 1 million d'euros en face. Donc pour ce genre de sujet, c'est important que on puisse assez rapidement avoir cette nouvelle casquette qui est du financement. Donc effectivement, on prendra aussi un peu plus de part en ayant un apport capitalistique jour 1, mais ça permettra à l'entrepreneur d'avoir 30, 50, 60, 100, 200, 500 000 balles et d'aller tout de suite gagner du temps, si c'est ça qu'il recherche, parce que tous ne recherchaient pas du financement, pour aller voir BPI ou pour aller voir des prêts d'honneur et du coup donner des comptes courants qui sont déjà un petit peu fournis. Donc pour cette raison, oui, et puis aussi parce qu'il y a aussi cette vocation à accompagner encore plus loin et à croire encore plus dans les projets. On a aussi cette ambition de jouer les sujets en fond de tâche. Donc ouais, pas dans les premiers mois, mais j'espère dans les prochaines années. Ouais. J'ai une autre question assez intéressante, je trouve. C'est est-ce que, in fine, un peu comme un Swissborg l'a fait, où ils ont levé auprès de leurs utilisateurs, on pourrait imaginer que Cube 3 lève auprès de l'écosystème français, dans le sens où, j'en sais rien, les gens qui nous regardent là pourraient investir techniquement dans des entreprises que vous accompagnez. Est-ce que c'est quelque chose à envisager ou pas? Alors, d'un point de vue légal, c'est ultra complexe. Même s'il y a des choses qui aident à ça, je pense à Caption, je pense à effectivement Swissborg l'a fait d'une certaine manière, mais c'est un peu complexe et c'est encore un peu difficile à expliquer. Mais dès que ça sera un peu plus facile, oui, avec grand plaisir, au contraire, parce que j'ai l'espoir et j'ai même la prétention de dire que les projets qu'on accompagne ils sont bons, sinon on les prendrait pas, et que ça peut servir à autre chose que
qu'à l'entrepreneur en lui-même, ça peut aussi servir à l'écosystème effectivement pour s'indexer sur des montants qui seraient tout petits, parce que je dis que c'est complexe et difficile parce qu'il y a toute la réglementation justement du petit porteur et ce genre de choses. C'est-à-dire quand on a des gros fonds d'investissement qui mettent des centaines de milliers d'euros, ils sont agréés, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est leur métier et c'est des sociétés qui le font. C'est pas des porteurs, des petits porteurs qui vont mettre de l'argent sans trop comprendre ce qui se passe, avec tous les risques que ça engendre négatifs. Et je dis pas en étant méchant, hein, j'ai été aussi ce Non, mais c'est porteur qui normal voulait en vrai. s'indexer, C'est pas voilà. des investisseurs qui sont nécessairement éduqués. Peut-être qu'ils ont Exactement. jamais investi dans des sociétés auparavant, donc forcément. Donc il y a ça comme danger qui est de l'ordre du risque financier, du risque réputationnel, qui est l'ordre aussi de l'industrie, parce que comme je te dis, je veux vraiment qu'on soit ce navire amiral. Donc si on commence à faire à se planter, c'est l'industrie entière qui peut en pâtir. Donc au début là également non, mais très vite avec la prétention qu'on aura d'avoir de très bons projets et la série pour les mettre en valeur, je pense que ce sera très frustrant de pas pouvoir s'indexer enfin que nos viewers puissent pas s'indexer. Donc dès qu'on aura trouvé l'astuce et que ce sera un peu plus solide, j'espère qu'on pourra proposer quelque chose comme ça, ouais, d'une manière ou d'une autre. Et toi aujourd'hui par exemple, bon, t'es en train de lancer Cube 3, c'est plutôt récent. Est-ce qu'il y a des projets qui se sont lancés avant Cube 3 que toi t'aurais kiffé accompagner par exemple et qui seraient parfaitement rentrés dans vos critères Bah ouais, totalement. La manière détournée de les avoir aujourd'hui, c'est que les gens qui portent ces projets soient mentors ou advisors chez nous. Ça donne déjà une indication. Après, ça revient un peu à la discussion qu'on avait au début sur Cube 3 en 2017, ça aurait pas marché. Parce que il y aurait pas eu assez de beaux projets, il y aurait pas eu assez d'engouement. On est encore une fois en bear market, mais tu vois, on est en bear market, mais on a quand même 150 candidatures qui sont tombées entre juin et aujourd'hui. On est tout début septembre. Donc c'est super intéressant d'avoir ça. Je l'aurais lancé en 2017. Il n'y aurait pas eu beaucoup de boîtes qui auraient toqué à la porte. En 2014, j'aurais eu Ledger. Bon, voilà, effectivement, j'aurais dû lancer en 2014. J'aurais eu une licorne et puis c'était fini. Mais ouais, en tout cas, évidemment, il y a plein de boîtes très belles que j'aurais aimé accompagner. Je pense aussi à Kiln, là, qui a levé, enfin, qui s'est associé avec Coinbase il y a quelques jours pour faire le staking d'Ether. C'est trop bien, encore une fois, nos entreprises françaises qui vont outre-Atlantique chercher l'oncle Sam, c'est pas souvent. Et là, c'est dans ce sens-là, donc c'est cool. Et c'est des très belles boîtes. Donc oui, il y en a un paquet. Et je sais que celles qu'on a déjà signées aujourd'hui sont des boîtes que je suis très content d'avoir et que si j'avais lancé le truc 6 mois ou un an après, parce que nombre de gens m'ont dit de pas lancer ça ou de lancer dans le métavers. Non mais c'est vrai, c'est pour moi l'émulsion, elle est en vrai, tu vois, c'est quand tu vois ton pote à la machine à café, c'est quand tu vois les entrepreneurs à côté de toi qui galèrent, qui réussissent, c'est quand t'as la série, c'est quand t'as le mentor c'est ça qui qui vient. donne la dalle. C'est ça, clairement, c'est cette émulsion. Donc non, évidemment pas dans le métavers. Et le lancer en plein bull market, ça n'a aucun intérêt. On se serait pris pour Coin Academy, ça n'aurait servi à rien, il n'y avait aucun héritage. Donc, donc non, il fallait le lancer maintenant. On est voilà, à la veille de la réglementation européenne et c'est important de le faire là. Mais je suis sûr qu'il y aura plein de boîtes intéressantes et je le sais déjà. Bon, parfait. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Franchement, j'ai kiffé Merci, pouvoir parler un petit peu de tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire des formats communs. Et je pense que ce que tu vas faire, ça va être plutôt cool. En tout cas, j'ai pas mal d'attentes. J'espère que tu sauras y répondre. C'est le mec qui met pas la pression. Ouais, Mais non, mais franchement, je pense que c'est vraiment une bonne initiative et je pense que c'était clairement quelque chose qui manquait à l'écosystème français. En tout cas, je pense que vous allez apporter à votre pierre à l'édifice et ça va être plutôt positif. Je te laisse peut-être le mot de la fin et en plus de ça, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu Cube 3 ou même toi-même? Avec plaisir. Pour le mot de la fin, puisque tu vas l'oublier, il faut que je sorte le prochain invité qu'il va falloir avoir sur la chaîne. C'est vrai, c'est Tu vois, vrai. pas de fausses promesses. Hein, pas de promesses non tenues ici. C'était un test. Juste avant ça, effectivement, comme je disais, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais jusqu'au 22 septembre, les candidatures sont ouvertes. Si votre projet en incubation, en accélération, vous avez envie de le faire passer par Q3, ça sera avec très grand plaisir. Donc n'hésitez pas jusqu'au 22 septembre à déposer la candidature. L'ouverture, c'est le 9 octobre et le début de la série, c'est le 29. Donc voilà, très vite après, il y aura des formats mensuels, bimensuels ou hebdo pour suivre un petit peu l'intérieur de l'écosystème. Donc ça va être trop cool.
Et sur les réseaux sociaux, effectivement, Valentin Demey pour ce qui est de ma personne, Cryptos pour le média et Cube3 pour l'incubateur. En ce qui concerne mes 2 casquettes qui prennent 90% de mon temps, il y a 10% de mon temps qui sont pris par un autre projet. Je te le dirai plus tard. Non, c'est pas vrai. 10% de ma vie qui reste pour dormir. Le mec a trop de secrets. Non, pas de secret, pas de secret. Et pour ce qui est de la personne, c'est quoi? C'est absolument des gens en Web3 que tu veux? Des gens qui font sens et qui pourraient intéresser les personnes qui nous regardent là, ici tout simplement. Donc ça peut être très large, ça peut même être de la TradFi ou du Web 2 ou ce que tu veux. Des gens qui font sens à tes yeux. Avec qui je pourrais passer un bon moment. À qui tu pourras... Ah là, j'allais te dire Mark Zeller, mais c'est une enflure, mais tu l'as déjà eu. Donc, non, j'adore Mark Zeller, mais effectivement, tu passes pas un bon moment avec Mark Zeller. Mais putain, j'ai pas trouvé. J'ai le logiciel qui a tourné en fond de tâche pourtant dans tout le podcast, mais je vais aller sur LinkedIn en urgence, enfin sur Twitter, je vais regarder les gens que je suis et puis je vais trouver quelqu'un de passionnant. Mais il y en a plein de gens passionnants en fait. Là, tu sais, c'est le dilemme du choix est un peu complexe quand il y a trop de choses. T'aurais dû me donner 3 personnalités et je t'aurais dit celle-là quoi. On est sur Combini ou écoute, je vais te dire le fondateur de Curve. Fondateur de Curve. Nike. Ok. Bah, toi, écoute, tu parles anglais parce que moi, je suis pas très bon en anglais, donc je peux pas recevoir des anglophones sur Cryptos. Utilise ce glitch, ce edge pour pouvoir, voilà, très clairement monter un truc en parallèle. Là. Non, mais ouais, franchement, Michael, ça me ferait kiffer de l'avoir chez toi. C'est de l'anglophone. Pour ce qui est du francophone, je viens de voir quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup et qu'on entend si on l'entend quand même pas mal, Ambre Soubiran, la CEO de Kaiko, qui est une solution qui est super bien parce que on dit que la blockchain elle est anonyme, elle est plus pseudonyme qu'anonyme, même si pseudonyme c'est encore un terme qui pose problème pour certains Bitcoin maximalistes, mais en tout cas tout le monde peut regarder ce qui se passe dedans. Encore faut-il comprendre comment ça se lit et justement cette lecture passe par des entreprises comme Kaiko qui décryptent la blockchain et qui donnent plein d'infos d'insider et c'est trop bien. Donc Ambre Soubiran qui est sa CEO, c'est trop cool. Bah, et en tout cas, sache que ça fait 2 semaines que je pousse pour une interview avec elle, donc on est connectés. Ah, très bien. Bah, écoute, je pousserai aussi si jamais il y a besoin. Parfait. Bah, écoute, merci encore beaucoup pour ton temps. N'hésitez pas à liker si jamais vous n'avez pas encore liké, tout simplement à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à suivre directement Val avec tous les liens en description. Tchuss!